Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour notre événement. Je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. Comme je vous disais, on est vraiment très heureux. Ce soir, c'est le premier événement de notre saison hiver 2021 et on commence en force avec l'événement Humaniser vos réseaux sociaux avec l'humour, l'exemple d'Hydro-Québec qui est organisé, comme vous en doutez, avec Hydro-Québec. On est très content de cette belle collaboration ce soir. En quelques mots, la Maison du développement durable, c'est un carrefour d'échange, de réflexion, d'innovation sur le développement durable, qui est aussi un bâtiment écologique qui soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion de bureaux dans ce bâtiment qui est certifié LEED Platine, nouvelle construction, le premier au Québec à avoir atteint ce niveau. Puis on anime une programmation d'événements qui permet à différents acteurs de changement de se rencontrer, se regrouper, collaborer pour amplifier les impacts de leurs actions. On est ce soir en direct sur Zoom. Vous êtes nombreux à être là avec nous ce soir. On est aussi également sur Facebook, sur la page de la Maison du développement durable. Peu importe sur quelle plateforme vous êtes, n'hésitez pas à nous écrire questions, impressions. Nos conférenciers et conférencières vont pouvoir y répondre à différents moments pendant l'événement de ce soir. On est enchanté de recevoir les trois conseillers stratégiques en communication chez Hydro-Québec, Pierre-Alexandre Buisson, Jonathan Côté et Gabriel Leblanc, qui sont là pour nous parler de comment l'humour peut être un outil efficace pour connecter avec sa communauté, avec les bons côtés, les défis reliés, et tout ça à travers l'expérience de plus en plus connue et populaire d'Hydro-Québec. Également, on est choyé d'avoir Louise Richer qui est avec nous pour faire un mot de bienvenue, puis qui restera aussi des nôtres pour ensuite partager quelques impressions et expériences. Louise Richer est la directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour, la première école de formation professionnelle en humour au monde. Donc, vu qu'on a un événement très chargé, plein de choses qu'on veut partager avec vous, je cède tout de suite la place à Louise Richer pour son mot de bienvenue. Merci. Bonjour Louise. Bonjour, bonjour. Est-ce que j'apparais? Oui, je suis là. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Très heureuse d'être parmi vous et surtout très heureuse de pouvoir assister à la présentation de nos trois joyeux lurons d'Hydro-Québec parce que ce soir, ce sont eux les stars. Je vais quand même essayer de mettre une petite table du bout de ma lorgnette ou de mon poste d'observation. Faire état peut-être en vitesse de la création de l'École de l'humour. Comme Raphaël le disait, bon, c'est la première. Elle a été fondée il y a 33 ans maintenant et je peux quand même témoigner à quel point ça a été une épopée périlleuse et ça a pris plus d'une décennie pour faire la démonstration de la pertinence et de la légitimité parce que l'humour n'est pas un objet de formation, l'humour n'est pas un art. On l'a pas. En tout cas, la perception que les gens avaient, puis avec un peu un historique là, de l'opposition entre l'art populaire et les arts plus élitistes. Alors, je peux vous dire que c'était toute une épreuve d'une certaine façon, mais c'est devenu ma cause et j'oserais vous partager qu'on a parcouru du chemin parce que 33 ans plus tard, aujourd'hui, l'école est reconnue et j'ai même été récipiendaire de l'Ordre du Canada. Alors, je vous partage ça parce que je pense que c'est un bon indicateur du chemin parcouru. Au cours des dernières années, on s'est retrouvés à un moment donné interpellés par totalement un nouveau milieu qui souhaitait obtenir notre expertise et j'ai nommé le milieu des entreprises. La conjoncture relativement récente avec la pénurie de main-d'œuvre et les entreprises devaient vraiment avoir une force d'attraction, une force de rétention de personnel qui est une difficulté aujourd'hui. Et doubler aussi, j'appelle ça les systèmes motivationnels des nouvelles générations qui, eux, n'ont pas la patience des employés peut-être des décennies avant celle-ci et qui supportaient, qui subissaient un climat de travail qui peut être malsain avec des gestionnaires plutôt autoritaires et directifs. Mais aujourd'hui, moi, j'appelle ça de l'impatience programmée, les gens qui ne reçoivent pas de reconnaissance, qui n'ont pas un certain bien-être et plaisir au travail, eh bien, ils sacrent leur camp. Et ça a énormément ébranlé les entreprises, puis presque de façon obligatoire, elles ont dû revoir leur culture d'entreprise dans une optique et dans l'objectif d'humaniser le milieu de travail.
par rapport à ça, je vous partage aussi que j'ai complété, je suis retournée aux études à un certain âge et j'ai fait un MBA, McGill HEC. J'ai fait mon mémoire sur l'humour en entreprise et encore là, c'est assez surprenant. C'était la première recherche sur l'humour en entreprise au Québec, alors qu'on est comme la Mecque de l'humour. Et par ailleurs, dans l'ensemble de la planète, à peu près, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui se penchent sur le lien entre l'humour et le milieu de travail, le lien entre l'humour et le leadership. Et là, aujourd'hui, au cours des récentes années, je pense que les piliers du temple ont été ébranlés, puis la volonté est centrale aujourd'hui dans une optique aussi de garder son personnel, d'humaniser les milieux de travail, puis vraiment, ils ont pu concevoir que l'humour pouvait être un vecteur d'humanisation au service de la qualité relationnelle et de la qualité communicationnelle. Alors, on s'approche un peu là, de nos chers invités et ils ont entrepris une démarche pour mieux comprendre comment effectivement générer de la proximité et on parle beaucoup d'authenticité, whatever it means, puis on parle beaucoup aussi d'expression de la vulnérabilité. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un bouleversement et on se questionne beaucoup sur les assises de la crédibilité, que ce soit d'une entreprise ou des individus. Et je pense qu'on a associé beaucoup la crédibilité, la productivité à un sérieux, le sérieux qui domine tout et qui mène à la rentabilité. Alors qu'aujourd'hui, la compréhension, ce paradigme-là, il est en train de se faire détruire, puis on est en train de comprendre qu'on doit être au service donc de cette proximité, de la qualité relationnelle, du respect et d'amener la richesse de chacun des employés et de la communauté au service même de la marque de l'entreprise. Alors, je pense que ça nous amène aujourd'hui, puis on a compris aussi que la couleur, l'humour comme couleur de l'expression favorisait de l'attention, de l'assimilation et de la rétention. Puis je vais rapidement passer la rondelle, la POC à nos amis, puis ce que je veux saluer, c'est que la publicité utilise beaucoup l'humour, mais qu'une société d'État comme Hydro-Québec ait pu faire naître ou implanter ou avoir l'ouverture, donc d'éventuellement implanter passif-agressif, ça va être fascinant à entendre parce que pour moi, c'est une initiative, puis ça fait école. Je pense que ce modèle-là est très signifiant dans l'environnement actuel et puis dans une compréhension que l'humour est un mécanisme fondamental d'adaptation, de résilience et de socialisation. C'est un grand lubrifiant social, puis je pense que nos amis vont en faire la démonstration aujourd'hui. Alors, je vous salue, puis j'ai hâte, comme vous tous qui êtes à l'écoute, là, de les entendre. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Louise, pour cette introduction. C'est vraiment comme un honneur de se faire présenter par la directrice de l'École nationale de l'humour, là où les humoristes que vous allez voir en salle se font former. On ne s'attend pas nécessairement à ce que les communications d'une société d'État dite sérieuse comme Hydro-Québec soient drôles, qu'il y ait des blagues, qu'il y ait un côté un peu plus fancy. Mais on se rend compte depuis plusieurs années que vraiment l'humour, ça peut être vraiment une arme redoutable dans nos communications. C'est vraiment un outil qui vient faciliter nos communications avec les gens et nous rendre justement plus humains, qui est un peu un des objectifs principaux derrière nos communications depuis quelques années, de se rapprocher des gens, d'avoir des échanges qui sont plus proches de ce que les gens ont entre eux autres, tout en gardant un respect puis un professionnalisme, mais de pouvoir saisir les occasions où on va pouvoir se rapprocher des gens et être plus humain. Et je pense que le fait qu'on ne s'attende pas nécessairement à ce qu'une organisation comme Hydro-Québec soit drôle sur les médias sociaux, vient justement nous ajouter au fait que c'est drôle. Justement, si on trouve ça drôle quand Hydro-Québec fait une joke, c'est justement parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il le soit. Donc, on a l'élément de surprise qui est vraiment un outil qui est hyper important dans l'humour et qu'on peut manier quand même, je dois le dire, assez facilement. Donc, c'est facile pour Hydro-Québec de surprendre les gens avec ce genre de choses-là parce que les gens ne nous attendent pas là. Donc, vraiment quelque chose qui a été très utile pour nous avec les années.
Donc, on va faire un petit tour. Moi, c'est Jonathan Côté. Je suis un des gestionnaires de communauté chargé d'équipe médias sociaux chez Hydro-Québec. Peut-être avant de commencer à passer à travers la présentation, on pourrait juste se présenter les trois. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis chez Hydro-Québec, à peu près 5-6 ans dans l'équipe média. Je laisse mes collègues aussi se présenter rapidement. Salut, moi c'est Pierre-Alexandre Buisson. Je suis aux côtés de Jonathan depuis 2017, donc aussi comme gestionnaire de communauté chez Hydro-Québec. Allô, moi c'est Gabrielle, je suis la petite nouvelle arrivée en pleine pandémie aux côtés de Jonathan et de Pierre-Alexandre aux réseaux sociaux. Bon timing. Parfait, donc je vais pouvoir commencer. Je prenais une gorgée pendant qu'elle parlait, mais finalement elle m'a pris de court. On va... Ouais, ça sera ton tour après. Si on regarde, premier petit exemple, il y a quelques mois, ou en fait, il y a quelques années, je pense peut-être 2 ans qu'on a vu ça, Hydro-Ottawa qui avait vu un GIF qu'on a vu à peu près 1 million de fois passer, nous, sur les médias sociaux, où il disait, où on voit des pylônes jouer à la corde à danser. Hydro-Ottawa a fait une blague. Il disait, "We came across this GIF and thought we'd make a joke about a jump rope, but we decided to skip it." Donc, le jeu de mots là-dessus, quelqu'un lui avait dit, "Not bad, you should have a joke contest with Hydro-Québec, who had a few good ones too." Et on avait répondu, évidemment, "It wouldn't be fair, we have like a whole department writing jokes here." Et le département, bien, c'est nous trois, finalement. C'est PA, Gabriel et moi. Donc, c'était un peu pour jouer là-dessus. Mais un peu plus récemment, vous avez sans doute vu cette semaine, on dit 11 fois où Hydro-Québec a fait jaser avec ses réponses passives-agressives. Donc, il y a vraiment une couverture média, puis beaucoup de retombées. À chaque fois qu'il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ça attire vraiment l'attention. Faire un petit retour en arrière, on se demande un peu, un des trucs qu'on nous demande souvent, c'est comment est-ce qu'on est arrivé avec le ton qu'on a aujourd'hui? Comment est-ce qu'on a... les gens nous posent la question, comment est-ce qu'on fait pour instaurer ça dans une entreprise? Dire, ben là, dans mon entreprise, c'est pas vraiment possible de faire ça. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre la direction d'aller dans cette direction-là? Il faut savoir que ça a été quelque chose qui s'est fait très progressivement. Ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, on est sur les médias sociaux depuis 2012. On était sur Twitter à l'époque. Et au début, c'était vraiment très, très beige. Hein? Donc, on tweetait essentiellement nos communiqués de presse et vraiment des messages très laconiques. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour amener l'entreprise ailleurs. Donc, avec les années, tranquillement, le ton a pu évoluer un petit peu. Je dirais qu'un des points tournants a été l'arrivée du PDG Éric Martel autour de 2015, où il y a vraiment, au même moment où il est arrivé, il y avait déjà chez Hydro-Québec une stratégie numérique qui était en train de se mettre en branle pour amener l'entreprise sur d'autres plateformes, sur Facebook notamment, et ensuite sur d'autres plateformes, mais aussi pour changer un peu à ce moment-là le ton. Mais le timing a été parfait lorsque Éric Martel est arrivé aux commandes d'Hydro-Québec. Il a dit, ben, une de mes priorités sera les communications. Je veux vraiment qu'on soit plus proche des Québécois et que ça transparaisse dans les communications. Et à peu près au même moment, en fait, pas tellement longtemps après ça, on a eu ceci. Il y en a peut-être qui ont vu passer ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent l'histoire du camion gris. Je vais l'expliquer brièvement. C'était vraiment un moment fondateur, si on veut, pour notre ton sur les médias sociaux. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, sur l'application de Radio-Canada, sur les téléphones intelligents, il y avait un programmeur qui était en train de travailler dessus, qui faisait, pensait-il, des tests avec l'application et qui s'est mis à envoyer plein de notifications qui, lui, pensait être des tests, mais finalement les envoyait à tout le monde, des trucs qui avaient ni qu'une tête, dont un qui était camion gris. Et ça a pris à peu près 15 minutes et le hashtag camion gris était né et était le hashtag le plus populaire au Canada. Et on a vu ça passer. C'était au moment où je commençais à faire des médias sociaux chez Hydro-Québec. Et d'ailleurs, ça a été mon premier tweet que j'ai publié pour Hydro-Québec. Et là, j'ai dit, il me semble qu'il faudrait vraiment qu'on embarque sur ce meme-là qui est en train de naître là, devant nos yeux. Je me suis levé de mon bureau, je suis allé essayer de trouver un de nos chefs pour faire approuver cette idée. Et c'était quand même assez nouveau parce qu'on n'avait pas, avant ce tweet-là, je dirais, été drôle ou différent sur les médias sociaux. Et là, ben, je devais, en quelques minutes, essayer de convaincre nos chefs qu'il fallait absolument qu'on fasse un tweet pour rire de Radio-Canada à propos de leur erreur sur Camion Gris sur Twitter. Donc, c'est un peu audacieux. D'ailleurs, quand nous, on entretient une relation avec les médias
qu'on doit garder quand même assez bonne. Donc, de baver les médias publiquement sur Twitter était quand même assez audacieux. Mais j'ai immédiatement réussi à la convaincre, donc on a pu publier ça. Il y a eu de très, très bonnes retombées. Et je dirais qu'après ça, ce que ça a fait, c'est qu'à partir du moment où tu as une première fois, qui n'est pas nécessairement si audacieuse, parce qu'on a fait des choses qui allaient beaucoup plus loin par la suite, ça fait un précédent qui permet d'agrandir tranquillement le carré de sable. Donc, ce qu'on a fait, après, toutes les autres fois où on avait des idées un peu farfelues qui nous passaient par la tête, on pouvait toujours dire « rappelez-vous du camion gris ». Donc, c'est vraiment, ça a été super important comme moment. Et par la suite, ça nous a été utile pour bien d'autres choses. Et là, ça nous amène à aujourd'hui. Peut-être certains suivent aujourd'hui la conférence parce qu'ils l'ont vu passer sur cette page-là, Passif agressif Hydro-Québec, qui, je dirais, quand c'est apparu au départ, on avait quelques réticences. On ne sait pas si on était à l'aise avec le nom, de se faire associer avec cette caractéristique, avec passif-agressif. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était plus comme une espèce de fan club et que finalement, c'était nos meilleurs coups qui sortaient là et qui amenaient au final une très, très bonne, de très bonnes retombées. C'est très, très positif. Donc, la haute direction a quand même vu ça d'un bon œil, évidemment, après qu'on leur ait expliqué tout ça. Alors, ouais. Donc là, je pense qu'on passe à Pierre-Alexandre. C'est quelques exemples. Ouais. Il y avait une petite question qui rentrait avant, peut-être que tu peux y répondre. C'est Raphaël qui nous demandait l'humour des gestionnaires d'Hydro-Québec n'est pas pour tous, donc comment on l'adapte pour une organisation comme une ville? Moi, je vais y venir un peu plus tard aussi. Là. Je vais vous montrer les exemples où nous, on n'utilise pas du tout l'humour, mais comme Jonathan disait, on a vraiment construit ça à travers le temps. C'est sûr que ça dépend des organisations. Là. Jonathan, tu es là depuis plus longtemps, mais il y a eu des moments où on a testé des choses aussi. Peut-être que tu peux compléter un peu. Oui, bien, en fait, je pense que chaque organisation doit trouver un peu sa propre personnalité. Nous, on a développé la nôtre progressivement, donc ça s'est fait vraiment petit à petit. On a essayé des choses. Il y a des trucs qu'on a essayé qu'on n'a pas nécessairement fait, d'autres qui marchent mieux. Mais il faut dire qu'on n'a pas un seul ton. Puis je pense que c'est un peu ça la clé, c'est d'être capable de s'adapter parce qu'il y a des situations, Gabriel vous l'expliquait tantôt, des situations où ça ne se prête pas du tout d'aller avec l'humour, d'être plus passif-agressif, des situations où on le fait. Donc, il faut vraiment être capable de lire la situation puis de choisir le bon ton au bon moment. Et donc, si on regarde par exemple pour une ville, lorsqu'on est dans des situations de service à la clientèle où c'est plus litigieux, où il y a des plaintes, c'est sûr que c'est plus touché d'aller dans des choses comme ça. Lorsqu'on est plus dans l'opinion générale ou pour gérer les trolls, comme on appelle, c'est une autre question. Je pense que dans le cas d'une ville, il y a beaucoup des messages qui sont reçus qui ont rapport avec des services directement offerts, des gens qui ont des questions ou des plaintes. Donc, c'est possible que ce ne soit pas toujours adapté. Mais je pense que l'idée, c'est juste de se permettre, quand ça se prête, quand on voit que les gens nous abordent, par exemple, avec l'humour en partant, c'est des bonnes situations pour le faire. Donc là, c'est pas mal safe. Si la personne, elle le fait en riant en partant, on peut rire avec elle, on peut embarquer dans la game. Donc, vraiment, essayer de choisir les bons moments. Mais peut-être juste sans aller vraiment all-in dans les jokes, dans les niaiseries sur les médias sociaux, de se dire que de se donner la chance d'être un peu plus léger des fois dans les échanges. Nous, ça a vraiment eu un impact majeur sur le ton général des conversations qu'on a sur les médias sociaux et que les gens ont sur nos pages, parce que ça nous a permis de faire grandir une communauté qui embarque un peu plus là-dedans et aussi qui est un peu moins négative. Donc, il y avait beaucoup de commentaires négatifs au départ sur Facebook et ça l'a diminué avec le temps. Maintenant, on a une communauté qui est beaucoup plus balancée. Donc, ça a vraiment... Le ton qu'on utilise a eu un impact sur le reste de la communauté également. Je vois une autre question qui est rentrée de Félix qui demande comment est-ce qu'on gère les plaintes de clients auprès d'Hydro-Québec après avoir reçu une réponse passive-agressive de votre équipe de gestion des médias. C'est une bonne question. D'ailleurs, je pense qu'il faut se dire que ça fait partie aussi de toute la démarche de dire que c'est des humains qui sont derrière le clavier et fondamentalement, c'est possible qu'on fasse des erreurs. C'est possible qu'on se trompe quand on essaie de lire la situation, de dire, bon, OK, cette personne-là, c'est un bon moment d'utiliser ce ton-là. Souvent, la plupart du temps, ça marche bien. Il peut y avoir des situations où ça ne marche pas bien, que la personne est fâchée. Et je pense qu'il faut être capable d'assumer ces erreurs-là, de s'excuser auprès de la personne. Il n'y a pas vraiment beaucoup de situations où il y a eu des plaintes qui ont été escaladées. Je pense que de mémoire, là, je suis capable de penser à 2 depuis à peu près 4 ou 5 ans, de gens qui ont vraiment dit, moi, je veux porter plainte.
Donc, généralement, ça passe assez bien, mais je pense qu'il faut le faire live et publiquement. Donc, si quelqu'un, on le voit que ça n'a vraiment pas passé et que vraiment on sent qu'on a dépassé une certaine limite, je pense qu'il faut vraiment comme assumer l'erreur, s'excuser auprès de la personne. On l'a fait à plusieurs reprises et ça a bien fonctionné. Donc, ça fait partie du fait qu'on est humain et on a droit à l'erreur, mais je pense que ça fait partie également de la possibilité d'aller là, de changer le ton d'une entreprise sur les médias sociaux. Il faut se donner cette latitude-là, le droit à l'erreur. Il faut que la direction embarque là-dedans. Nous, on l'a de notre côté, et même ça va jusqu'à notre PDG qui, elle-même, se donne le droit à l'erreur et nous donne le droit à l'erreur également. Donc, on est tous des humains et on a le droit de se tromper, mais je pense qu'à partir du moment où on a cette latitude-là, on essaie aussi de l'utiliser de manière la plus responsable possible. Donc, moi, pour ma part, je vais vous donner quelques exemples marquants des dernières années. Vous allez voir à travers ces exemples-là on s'adapte vraiment à plein de types de situations différentes. Donc, effectivement, Jonathan le mentionnait tout à l'heure, quand on parle du ton d'Hydro-Québec, ce n'est pas un ton, c'est plusieurs tons. Souvent, on va examiner le contexte puis on va s'adapter à notre interlocuteur. Donc, l'exemple qui a été pour moi le plus marquant, c'était celui-là. Donc, il y a quelqu'un. C'est sûr que quand quelqu'un tombe en panne et puis que son électricité cesse brusquement de fonctionner, ça peut provoquer une petite colère chez lui. Puis il y a des gens que chaque fois qu'ils sont en colère, leur premier réflexe, c'est d'aller le proclamer sur Twitter. Alors, cette personne-là, c'est ce qu'elle avait fait. Elle nous avait dit « Je déteste Hydro-Québec avec passion ». Donc, moi, j'étais allé lui répondre nous, on aime ça répondre à la haine avec de l'amour, avec un petit gif de nounours. Et je ne le savais pas à ce moment-là, mais ce GIF-là, c'est un GIF utilisé par les fans du groupe de K-pop BTS qui se comptent par millions à travers le monde. Donc, cette personne-là était un petit peu surprise. Et puis, elle m'a demandé « Ah, tu connais BTS? » Puis là, ensuite de ça, il y a eu un dialogue assez kafkaesque que je lui disais « Oui, le band de K-pop. » Elle disait « Ouais, c'est qui ton membre favori de ce groupe-là? » Là, j'ai googlé vraiment rapidement. J'en ai choisi un au hasard, puis je lui ai répondu « C'est Jungkook. Il est vraiment beau. » Puis là, la personne m'a dit, là, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous nous détestez? La personne a dit, c'est beau, mon électricité est revenue, we're good. Donc, je ne le savais pas à ce moment-là, mais cet échange-là allait devenir viral assez rapidement. Pendant la journée, on a accumulé les likes et les retweets. Et puis, il y a un phénomène pendant la nuit en Asie assez étrange qui s'est produit. Il y a plein de fanpages de ce groupe-là qui se sont mises à partager le screenshot, voulant que la 4e plus grosse compagnie d'hydroélectricité au monde a un membre favori du groupe BTS. Ça a même fait les nouvelles en Corée. Et puis, quand je me suis réveillé le lendemain matin, Jonathan me téléphonait un petit peu en panique en disant « Est-ce que tu es capable de te rendre à TVA en 10 minutes? » Parce que « Salut, bonjour, te veulent en entrevue à propos du tweet, de la réponse que tu as fait à un Coréen. » Alors, je n'avais pas le temps de me rendre, bien évidemment, il y avait une petite tempête de neige. Alors, j'ai fait l'entrevue en direct de chez moi via FaceTime. C'était ma première entrevue télévisuelle. J'étais extrêmement nerveux. Mais tout ça pour dire qu'on ne sait jamais quand est-ce que nos échanges vont devenir viraux. Et puis celui-là, si vous avez remarqué au départ, la personne ne nous avait pas tagué ou identifié sur Twitter. On fait une veille vraiment de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit en fait sur les médias sociaux à notre propos. Et puis parfois, on s'invite dans la conversation. Donc, l'effet qu'on surgit de nulle part puis qu'on répond à quelqu'un qui parle de nous sans nous avoir identifié, ça déstabilise, mais ça a aussi un effet comique souvent qu'on exploite un petit peu. Donc, ça, je dirais, PA, si je peux ajouter là-dessus, je pense que c'est un outil que les organisations qui sont plus petites, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de budget pour pouvoir se faire voir, pour sponsoriser des posts sur les médias sociaux, peuvent utiliser avec beaucoup de brio. Donc, de faire une veille de ce qui se dit, soit sur l'entreprise pour laquelle vous opérez, ou soit à propos de sujets qui sont directement reliés. Donc, si par exemple, moi, je suis un organisme environnemental et je fais une veille sur ce qui se dit sur des sujets sur lesquels on a quelque chose à dire en tant qu'organisme, eh bien, je peux m'inviter dans des conversations un peu partout sur les médias sociaux et c'est ultimement une bonne façon de faire valoir ces arguments et d'aller chercher de la visibilité gratuitement. Donc, et de profiter de cet élément de surprise-là dont Pierre-Alexandre parlait.
Oui, tout à fait. Ce logiciel-là, pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle InnoReader. Donc, suite à cet échange-là, qui était assez inattendu, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Talkwalker pour un petit peu calculer le poids de la nouvelle. Et puis, il est sorti le graphique suivant. Donc, vous voyez à gauche, il y a une petite bosse. Ça, c'était quelques jours avant que je fasse cet échange-là avec le fan de BTS. Il y avait eu une décision sur le litige qui opposait Hydro-Québec à Churchill Falls, au Nouveau-Brunswick, en fait. C'était une décision de la Cour suprême qui a été extrêmement médiatisée. Ça faisait environ une trentaine d'années qu'il y avait une bataille juridique qui avait lieu. On avait passé en cours à peu près 17 fois. Donc, à gauche, vous avez les résultats de le poids médiatique, en fait, de cette nouvelle-là. Puis à droite, ben, c'est le poids médiatique de mon échange sur Twitter à propos de BTS. Donc, ça peut être quand même ahurissant qu'est-ce qu'on peut obtenir avec assez peu de ressources. On nous demande, il y a deux personnes qui nous demandent comment on fait la veille, quels outils on utilise. Il y a plusieurs outils, là, on utilise. Donc, il y a Talkwalker, dont Pierre-Alexandre parlait à l'instant. Il y a InnoReader, qui est un outil, un lecteur RSS, mais vraiment très avancé, qui ne coûte pas très cher. Donc, pour les petites organisations, c'est un bon deal. C'est comme 50 $ par année. Ça peut permettre de faire plein de choses, des alertes, des filtres, tout ça. Puis sinon, aussi, carrément, avec Hootsuite, pour suivre ce qui se dit sur Twitter en rentrant quelques mots-clés. Déjà, ça fait une bonne base là, pour voir ce qui se dit sur les sujets ou sur l'entreprise. Effectivement. Donc, le tweet que vous voyez ici, c'est quand même quelque chose que si j'étais Jonathan Côté, je mettrais dans mon CV. Donc, c'est quelqu'un qui nous avait interpellé, bien évidemment, à la blague en disant le fret s'en vient. Hydro-Québec vont bientôt nous donner des conseils pour économiser l'électricité, comme de se masturber ailleurs que dans la douche. Règle générale, dès qu'on parle d'actes sexuels, on se tient assez loin de ces tweets-là, puis on s'abstient de répondre. Mais cette fois-là, Jonathan avait trouvé une réponse qui était quand même assez intéressante, puis rentre dedans. Il m'en a parlé un petit peu avant de répondre, à voir s'il allait trop loin, mais c'était quand même très bien placé. Et puis, cette réponse-là lui a évidemment permis de faire le tour de quelques médias pour aller en parler. Est-ce que c'était, Jonathan, à cette occasion-là que Drainville t'avait demandé si tu avais songé à une carrière dans l'humour? Oui, effectivement, j'étais allé parler à Bernard Drainville de cet échange-là. Puis lui-même était vraiment étonné, mais agréablement surpris. Puis même, je pense qu'à la fin de l'entrevue, il avait dit si seulement dans les ministères, on pouvait se faire parler comme ça, on a l'impression qu'on parle à une vraie personne. Donc, faut pas avoir peur, je pense, de sortir un peu du beige auquel on s'attend pour les organisations, même les organismes publics. Je pense qu'il y a quand même, oui, un certain risque à le faire, mais il y a aussi un risque à ne pas le faire parce que vraiment, on voit que les gens sont tannés de se faire servir une cassette, d'avoir l'impression qu'ils parlent à un robot. Quand on sent qu'on a vraiment un échange plus vrai, je pense que ça permet vraiment de mieux connecter avec sa communauté. Comme on a eu quelques questions aussi là, à propos des limites et des choses qui ont moins bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu me racontais l'anecdote de comment ça avait réagi là, le matin où tu avais été te chercher ton sandwich déjeuner à la cafétéria et tu t'es fait dire que ça, c'était peut-être la limite. Oui, effectivement. Donc, j'avais eu un échange avec le PDG là-dessus qui m'avait carrément apostrophé à la cafétéria pour dire ouais, le tweet, c'était drôle, mais je pense qu'on a pas mal atteint la limite de où est-ce qu'on peut aller. Donc, ça a été pas mal notre étalon à partir de là, je dirais. Par contre, on parle de risque et puis c'est sûr qu'il faut avoir la confiance de nos supérieurs pour se permettre d'être audacieux puis d'essayer des choses. Parce que c'est sûr que si on n'essaie jamais rien puis on s'en tient aux limites déjà établies puis qu'on ne cherche pas à sortir du moule, ben, on n'obtiendra jamais des résultats semblables à ça. Ça, c'est un autre excellent exemple d'une occasion où on s'est invité dans une conversation. Mika Guerrier, un chroniqueur sportif qui avait fait une espèce de blague qui disait que le Canadien était comme un vieux barrage. C'est juste une question de temps avant qu'il cède. Ce commentaire est une commandite d'Hydro-Québec. Donc, on est allé répondre non seulement nos barrages sont solides, mais en plus, nous avons environ 4 millions de compteurs. Une autre excellente occasion où Jonathan a pu aller faire la tournée des médias, qui a eu quand même énormément de retombées. Donc,
homme derrière un tweet d'Hydro-Québec devenu viral? C'est toi ça, Jonathan. Je suis un homme. Un individu parfois non-binaire. Quand on parle de s'adapter au ton, on avait fait une publication à l'époque des déménagements où on disait, tu sais, les déesses et les licornes, ça n'existe pas, puis des amis qui vont venir magiquement vous aider à déménager non plus. Donc, prévoyez-les à l'avance. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait mal réagi à ça, puis qui avait dit, des licornes, des déesses, Hydro-Québec pas cher, c'est toutes des contes de fées. Donc, on avait un petit peu de temps ce matin-là, et puis Jonathan m'a dit écris donc un conte pour répondre à son commentaire. Donc, j'avais fait un conte dans lequel un preux chevalier était mandaté par les villageois de sa bourgade pour aller vérifier ailleurs quel était le prix de l'électricité. Et puis, il était revenu après une quête de quelques mois pour dire non, c'est bel et bien ici qu'on paye l'électricité la moins chère. Comme un petit peu au Québec. Parfois aussi, quand on a un petit peu de temps, on met nos talents de Photoshop en vedette. Quand je dis no, je m'exclus parce que je suis horrible avec Photoshop, mais Gabriel et Jonathan ont quand même pas pire de talent. Donc, cette fois-là, c'est quelqu'un qui avait fait une typo. On saute souvent sur les typos à pieds joints. Ça se passe parfois mal, mais ça se passe parfois très bien. Pierre, si je peux juste dire un petit truc à ce propos-là, il y a quelqu'un qui nous demandait justement là, si des fois on riait de la façon d'écrire des gens ou des fautes d'orthographe et tout ça. Là, je profite de cette occasion-là pour dire qu'on ne rit pas de la façon d'écrire des gens, on ne rit pas du français des gens, mais des typos, on en fait tous. Je suis la pire. Les gars sont toujours en train de me surveiller. Donc, quand il y a des typos, c'est sûr qu'on en profite, mais on ne va pas rire là, du français des gens là, sur la page. Non, tout à fait. Donc, cette fois-là, le monsieur, il avait dit, on parlait d'une visite de l'abbé James, il y avait un genre de concours. Puis il avait répondu, j'aimerais y aller avec Elton Musk et discret d'un grand projet au Québec impliquant plusieurs intéressés. Alors, Jonathan avait collé la face d'Elon Musk sur le corps de Elton John en pleine performance endiablée, en disant Elton Musk, est-ce bien de lui que vous parlez? Il y a la critique, l'ex-critique de resto de The Gazette, Leslie Chesterman, qui se demandait à voix haute sur Twitter si elle devait payer son bill d'Hydro de Bell ou de Visa ou s'acheter un POG. Encore une fois, elle ne nous avait pas identifié. Alors, Jonathan a défoncé la porte virtuelle pour aller lui dire notre conseil serait de payer votre bill d'Hydro. En attendant, voici un GIF de POG. Donc, le fait qu'on est drôle sur les réseaux sociaux, ça amène parfois des situations imprévisibles, voire même inconfortables. Donc, dans les commentaires d'une de nos publications, il y avait une dame qui disait « Je veux une date avec le ou la gestionnaire de la communauté d'Hydro-Québec, peu importe ton âge ou ton genre. » Donc, Jonathan avait répondu qu'on était déjà en relation avec 4 millions de clients. Et puis, Petit Gamin avait parlé de cette réponse qui était quand même épique dans un petit article web. Et puis, par la suite, on avait pu constater que cette personne-là était propriétaire d'une danse d'école, d'une école de pole dancing. Donc, on avait ajouté qu'on était quand même fanatique des gens qui étaient capables de grimper dans les poteaux. Normalement, en temps de panne, on se garde une petite gêne. On ne va pas aller faire de l'humour parce que c'est vraiment pas le temps. Là. Gabriel va vous l'expliquer plus tard, mais normalement, les réponses qui sont médiatisées et qu'on fait représentent un très faible pourcentage de notre total de réponses. Là. 98% de nos réponses c'est vraiment de l'information, de l'empathie, des explications qu'on répète sur l'enfouissement, sur les exportations. Et en cas de panne, c'est vraiment le moment où on essaie de vraiment pas faire de blagues. Par contre, ça arrive que les gens nous ouvrent grand la porte, comme ce monsieur-là qui avait écrit « J'ai commandé de la pizza parce qu'il n'y a plus d'électricité, puis ma salade est dans le fridge. Thanks Hydro-Québec de me garder fat. » Alors, on avait répondu « Nos équipes sur le terrain travaillent sans relâche pour rétablir le service le plus rapidement possible et ainsi vous éviter une prise de poids. Si vous trouvez cependant dans un des secteurs les plus durement touchés et que la situation devait perdurer, nous avons trouvé pour vous de nombreux restaurants à Montréal qui livrent de la salade. » Puis la personne l'avait très bien pris. Elle avait dit « Holy shit, bravo à votre gestionnaire de réseau. » Mais qu'est-ce qu'un gestionnaire de réseau? On le sait toujours.
Donc, c'est sûr que dans l'exercice de nos fonctions quotidiennes, il faut gérer le spam. Il y en a de plus en plus. C'est un phénomène quasi inquiétant. D'ailleurs, dans le Facebook Live, il y a Yvette qui dit « C'est avec une grande joie que je vous rédige ce témoignage. Je témoigne le grand maître spirituel Dag Bewan du Bénin, son numéro, appel et WhatsApp. » Donc, voilà ton exemple live en ce moment. Il ne pouvait pas avoir une meilleure illustration de mon propos. Merci, Yvette. Donc, on a ici Lise Vanier qui nous avait dit « Bonjour les amis, ne cherchez plus loin pour vos demandes de prêt ou pour répondre à vos besoins de financement. » Donc, évidemment, ces gens-là sont prestement bannis de la page, mais parfois, on s'amuse un peu avec eux avant de les bannir. Donc, cette fois-là, on lui avait demandé si nous aimerions emprunter quelques milliards à Gérald pour des projets de centrales ou de lignes électriques, est-ce que c'est possible d'obtenir un meilleur taux que 3 %? Donc, on n'avait eu aucune réponse de la part de Gérald, malheureusement. Il faut aussi suivre les tendances. On aime vraiment ça, suivre les tendances. On a vu aujourd'hui Bernie Sanders avec ses mitaines vraiment omniprésent sur les internets. Parfois, on saute à pieds joints sur ces choses-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du Dolly Parton Challenge qui date d'il y a 1 an ou 2 environ. C'était une excellente illustration là, qu'il faut avoir le bon ton il faut adapter notre ton, en fait, et notre message en fonction de la plateforme sur laquelle on le transmet. Parce que souvent, il y a des gestionnaires ou des chefs qui vont vouloir qu'on pousse le même message de la même façon sur toutes les plateformes, mais c'est vraiment une façon malhabile de communiquer. Alors, nous, on avait fait un Dolly Parton Challenge aussi. La fiche Tinder, c'était vraiment le plus loin qu'on pouvait se permettre d'aller. On avait quelque chose d'un peu plus graphique, mais ça n'a pas passé au conseil, malheureusement. On prend aussi souvent la balle au bon. C'est vraiment quelque chose. Il faut toujours être aux aguets et à l'affût. Donc, à ce moment-là, Le Revoir avait fait un genre de fausse nouvelle qui disait Hydro-Québec donne maintenant des conseils à ses clients pour économiser sur leur chauffage cet été. Parce que l'été passé, on avait eu un mois de juin qui était assez exécrable. Il faisait vraiment froid. Le Revoir s'était un petit peu moqué de ça. Donc, bien sûr, on avait répondu au Revoir en disant « N'oubliez pas de calfeutrer vos fenêtres et d'installer des coupes-froids en prévision du mois de juillet qui arrive à grands pas. » Et puis, souvent, on a affaire avec des gens qui sont vraiment fâchés. Mais honnêtement, au fil du temps, à force de faire de la gestion de communauté, on finit par trouver ça vraiment drôle, les gens fâchés sur les internets. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui pensent que se fâcher contre une organisation ou contre quelqu'un du service de la clientèle, ça va être une façon efficace d'obtenir gain de cause. Détrompez-vous assez rapidement. Donc, cette personne-là nous avait dit « Hydro-Québec, what the fuck, you bitch? » On avait répondu « Is there anything we can do to help, even though you hurt our feelings? » Puis la personne nous avait dit « My power came back before I had my online presentation for English class, so we good, no hard feelings. Great English class is the best. Cheers. » Je ne sais pas si on veut prendre peut-être certaines questions avant que Gab saute dans la mêlée. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le processus d'approbation pour les publications les plus wild. En fait, il faut savoir que pour pouvoir vraiment tirer notre épingle du jeu sur les médias sociaux, pouvoir être quand même assez agile, généralement, on ne va pas nécessairement faire remonter tout ça. Là. Pour ce qui est du ton qu'on utilise, on a une assez grande liberté. Évidemment, surtout les contenus doivent être validés. Il faut être réactif aussi. Là, donc, s'il fallait qu'on remonte tout, on perdrait un petit Exactement. peu le Donc, on momentum ne peut pas tout remonter. Alexandre parlait. Ouais. Sauf ce qu'on va faire, il y a certains sujets, peut-être certains interlocuteurs avec qui on va parler, notamment si on va répondre à un politicien sur Twitter. C'est des situations qui sont peut-être plus touchées. Donc là, on va valider avec nos supérieurs. Mais sinon, de manière générale, c'est nous qui allons être maîtres là, du ton qu'on va employer, de la façon qu'on va répondre. Donc, justement, il y a quelqu'un qui demandait à ce sujet-là s'il y avait eu des moins bons coups, mettons des fois où ça a été plus dommageable, où les patrons ont remis les choses en question. Pas vraiment. Ben, oui, il y a eu des moins bons coups, mais pas de fois où les boss sont venus nous voir pour dire là, écoute, ça va faire, c'est fini, non. Je dirais qu'il y a certaines fois où ça a été un peu plus touché, mais on s'en est rendu compte pas mal par nous-mêmes. Puis après ça, en discutant avec nos chefs,
on finit par se modérer un peu nous-mêmes. Donc, c'est vraiment toujours une question de jugement puis d'essayer de nous-mêmes trouver la meilleure formule. Mais clairement, c'est pas parfait tout ce qu'on a fait. Des fois, il y a des choses qu'on a faites, puis nous-mêmes, après, on était comme plus ou moins certains, ou des fois, on n'est pas d'accord entre nous autres. Donc, quand il y a des trucs qui sont un peu plus edgy ou wild, on va en parler entre nous autres souvent. Là. Donc, on va dire, hey, je répondrai telle affaire. Et c'est souvent entre nous autres qu'on va en discuter avant. Tu es en train de scooper ma partie, Jonathan. Et faites comme si j'avais rien dit, Gab a tout dit. Ben non, c'est parfait. Puis il y a une question en fait aussi que je trouvais intéressante. Quelqu'un qui demandait si le fait qu'on soit la seule compagnie d'hydroélectricité au Québec nous permettait d'avoir une plus grande latitude. Moi, je serais tentée de vous dire que c'est le contraire. En fait, là, comme on est une société d'État, on doit quand même faire plus attention. Puis ce que vous voyez qui est drôle, c'est une petite portion des réponses parce que ce qu'on fait à longueur de journée, c'est beaucoup de services à la clientèle puis de l'accompagnement aussi pour les gens. On a vraiment besoin d'avoir une bonne connaissance aussi là, de la société d'État puis des nouvelles pour pouvoir répondre aux gens. Donc, oui, peut-être que ça nous permet une certaine latitude supplémentaire, mais ça nous demande aussi vraiment une plus grande prudence. Puis, ça nous demande aussi d'être plus à l'écoute parce qu'on a vraiment beaucoup de comptes et on a vraiment beaucoup d'abonnés. Donc, je pense que c'est un peu entre les deux. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Absolument. Avant que tu te lances dans ta partie, Gabriel, on a une autre question à laquelle j'aimerais répondre de Saber Triki. Allô, Saber? Qui nous dit les médias sociaux sont des canaux communicationnels de l'organisation. Est-ce que vous arrivez à convaincre votre organisation de reprendre le même ton léger humoristique dans les autres canaux, publicité, print? En fait, on n'a pas à le faire parce que nos collègues de stratégie numérique et de publicité, ils sont un petit peu en phase avec ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne avec Simon Gouache. C'est un excellent exemple de publicité corporative où on explique des concepts un petit peu boring avec de l'humour qui les rendent vraiment plus sympathiques. Donc, on est un petit peu dans cette lancée-là. Les autres départements sont en phase avec ce que nous, on fait. Je pense que Louise qui a une question qui voudrait intervenir là-dessus. Oui, d'ailleurs, je voulais intervenir avant, mais Simon Gouache, c'est un diplômé de l'École nationale de l'humour. Je dis ça au passage, là, comme ça. On parle de choses edgy, puis en tout cas, pour ce qui est éventuellement, assurément de votre relation avec la hiérarchie, appelons ça ici, à un moment donné, je suppose que la confiance s'installe, puis ça doit être plus fluide, à un moment donné, c'est vraiment une question de confiance. Puis quand on parle de choses edgy, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez entrepris ça avec cette posture humoristique-là, est-ce que le edgy ou l'acceptabilité a évolué, que vous voyez que vous pouvez vous en permettre plus? Parce que s'il y a des choses une chose plus edgy à laquelle quelqu'un, l'interlocuteur le prend mal, mais que la communauté qui vous suit, elle, ça l'amuse, à quel point vous tenez compte de ça, puis à quel point vous avez évolué, puis la prise de risque est de plus en plus grande, je ne sais trop. Est-ce qu'il y a une évolution là-dedans? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut trouver une balance entre les deux, justement. Donc, si on dit hey, ça va choquer la personne, mais que les autres vont aimer ça, on ne veut pas nécessairement juste que la personne devienne la risée de la communauté. Je pense que l'approche vraiment doit tenir compte des deux. Donc, on essaie de regarder aussi c'est quoi le contexte. Est-ce que c'est un client qui est fâché parce qu'il y a une situation à régler? Est-ce que c'est un troll qui est là juste pour shooter du négatif partout sur les médias sociaux? Dans ceux qu'on identifie vraiment comme des trolls, on va avoir un peu moins de scrupules à les revirer de bord de manière un peu plus carrée, quitte à ce que ça les choque un peu. Mais si on pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une situation à régler, qui est fâché de manière légitime, c'est sûr qu'on va faire beaucoup plus attention. Donc, il faut vraiment, je pense, juger là, de ce côté-là. Mais oui, la ligne, elle a bougé un peu avec les années. Donc, mettons, en 2015, là, quand on a commencé un peu à changer notre ton, je n'aurais pas pu arriver avec le tweet sur. Je répondais à la personne qui parlait de masturbation dans la douche. Je pense que j'aurais sans doute eu pas mal chaud. Mais au moment où on l'a fait, on était rendu là. Mais c'est particulier parce que c'est des bons coups que tu n'as pas prévus qui t'apprennent qu'effectivement, ça passe. Il y a quelque chose de pas aléatoire, mais effectivement, ça s'enflamme et qu'éventuellement,
ça nos prépare le chemin. meilleurs coups, puis peut-être les plus médiatisés, c'est vraiment ceux qui sont arrivés de manière tout à fait aléatoire. Là. Donc, c'est vraiment, on a saisi des opportunités et la plupart des exemples qu'on a montrés, ce n'est pas nécessairement des contenus qu'on a poussés, c'est plus des réponses qu'on a faites, puis c'est souvent, comme on disait tantôt, des moments où on s'est inséré dans des conversations où ça parlait de nous autres et on ne nous avait pas tagués, on ne nous avait pas interpellés. Donc, on arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles un peu partout. On fait notre petit commentaire, puis là, les gens sont comme pris de court, ils trouvent ça drôle, trouvent ça surprenant. Donc, c'est souvent ça qui marche le mieux, là, je dirais, de ce côté-là. Okay. Alors maintenant, je vais vous parler de ces cas où on essaie de faire attention à nos niaiseries parce que c'est pas parce qu'on le fait qu'on peut toujours le faire. Donc, les cas où on décide de ne pas utiliser l'humour, en fait, c'est assez simple, on l'a abordé un peu déjà. Quand les clients ont des situations qui sont difficiles ou qui demandent de l'aide, c'est sûr que nous, on va bien gager la situation, on ne va pas faire des blagues avec ça. On en a parlé là, notamment les cas de panne de courant, en fait. Les gens n'aiment pas vivre des pannes. Nous aussi, on en vit parfois. On n'aime pas ça. On sait que c'est difficile. On sait que ce n'est pas le moment là, de rigoler avec ça. On vous a montré un exemple en début de conférence où on s'est permis une blague parce que la personne nous avait ouvert toute grande la porte. Mais sinon, c'est sûr qu'on se concentre vraiment là, à faire de l'accompagnement, puis à aider les gens, puis à répondre à leurs questions également. Donc, il faut toujours bien prendre le temps de lire le message pour comprendre qu'est-ce que la personne veut nous dire. Est-ce qu'il y a une signification un peu plus subtile à son message? Donc, on se donne le temps de bien lire, de le relire avant de répondre pour bien comprendre la situation. Puis, comment on se balise entre nous? En fait, on en a parlé un peu, là, le ton a évolué, on a gagné la confiance aussi là, de notre équipe. Mais sinon, même entre nous trois, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des moments où je me trouve drôle puis je ne suis pas tant drôle puis les gars vont me le dire. Donc, c'est comme une chance qu'on soit trois puis qu'on peut tester nos messages entre nous puis se faire relire des choses au besoin. Donc, un petit exemple ici là, qui était tout sympathique. En fait, c'est une mère qui avait tweeté l'excellent montage de pylônes et de réseaux en scotch tape de ses enfants. Donc là, Jonathan et moi, on avait comme 2 idées de messages pour y répondre. On a bandé ça un peu ensemble. Jonathan a proposé une première réponse, en fait, pour expliquer que son réseau de scotch tape n'était pas fidèle aux normes. Et j'ai ajouté une petite touche pour dire qu'on n'avait pas pensé le tester, mais qu'on avait envie là, de se lancer vers cette innovation. Puis là, ça a vraiment entraîné des beaux échanges avec la personne. Puis je pense que ça répond vraiment à un bon objectif aussi d'humaniser la marque. Puis Jonathan a réussi à faire passer un message quand même là, sur la sécurité à travers tout ça. Puis la personne était très, très contente. Là. On aurait pu échanger toute la journée avec cette mère qui nous retweet d'ailleurs souvent maintenant. Je pense que c'est vraiment une personne qui est conquise avec nos messages. Sinon, il y a des situations aussi où on essaye de faire des jokes, mais on ne veut pas être méchant non plus. Puis on a tous des niveaux de sensibilité différents. Puis il y a cette situation-là qui est arrivée il n'y a pas longtemps où je trouvais que Jonathan avait été vraiment méchant. Puis j'avais dit, peux-tu rajouter, s'il te plaît, un petit mot pour la madame? Je trouve qu'elle va trop avoir de la peine. Donc, la dame avait fait une illustration. Sa fille a posté l'image. Ou je ne me souviens pas trop si c'était elle ou sa fille. Bref. Et Jonathan a dit à la personne qui disait « Hydro-Québec devrait acheter ton dessin pour faire une belle publicité », Jonathan lui a répondu « L'angle de la pub pourrait être « Attention, ne grimpez pas sur nos transformateurs où vous pourriez mourir électrocuté comme cette petite fille qui vit ses derniers moments. » J'étais comme « Non! » J'ai dit « Mon Dieu, elle a fait un beau dessin, elle nous envoie ça, c'est vraiment méchant, pour rajouter quelque chose, ça n'a pas d'allure. » Mais finalement, je pense que j'étais un peu trop sensible parce que personne n'a mal pris. Mais bref, Jonathan a eu la gentillesse de rajouter PS. Le dessin est quand même bien beau. Donc, on se balise comme ça entre nous. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse parfaite, mais en même temps, il n'y a pas eu de moment là, où les choses ont mal été. Puis pour la petite histoire, ce dessin-là, la fille de la dame qui a fait le dessin fait partie du groupe passif-agressif qui nous a écrit « Je ne peux pas croire que le dessin s'est retrouvé sur passif-agressif et tout ça. » Puis elle nous a répondu pour nous dire que le personnage était immortel. Bref, tout est bien qui finit bien.
ben, c'est une des situations où on s'est répondu entre nous là, pour bien équilibrer nos messages. Donc, voilà, de mon côté, je ne sais pas s'il restait des questions qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas pu répondre. Oui, je pense qu'il en reste quelques-unes. D'ailleurs, j'en vois une. Il y a Vicky sur Facebook qui demande « Bonsoir, voici ma question. Est-ce que certains internautes profitent de votre gestion humoristique des réseaux sociaux pour provoquer des réactions virales? Et si oui, comment gérez-vous ces derniers pour garder le cap des communications? » Oui, en fait, les gens de plus en plus savent qu'on a ce ton-là qui est différent. Donc, il y en a qui viennent carrément nous interpeller pour des niaiseries. Et particulièrement après qu'on a eu comme les jours là, ou les moments après que le tweet sur la masturbation dans la douche soit devenu viral, on avait comme des dizaines de personnes qui voulaient nous parler de cul sur Twitter. Et évidemment, on n'a répondu à personne là-dedans. Donc, il faut être capable de résister, de ne pas trop embarquer dans cette vague-là. Comme la fille aussi qui voulait avoir une date avec un de nous autres, évidemment, elle voulait juste essayer de se faire de la visibilité sur notre dos à travers tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a viré de bord aussi. Oui, il faut essayer de ne pas trop pas trop embarquer dans la vague. Quand il y a des trucs, en fait, souvent quand il y a des trucs qui deviennent viraux, après ça, on prend peut-être un pas de recul pour pas trop débouler là-dedans. Oui, puis il y a des gens qui viennent carrément nous demander aussi comptez-moi donc une joke, tout ça. Donc, ça, c'est la tâche de l'École nationale de l'humour et pas la nôtre. Mais il y a des gens qui viennent vraiment spécifiquement pour ça. Mais nous, au-delà de ça, notre mission puis notre travail, c'est vraiment de passer des messages d'entreprise, répondre aux gens, faire du service à la clientèle. Donc, quand ça se prête bien, tant mieux. Mais sinon, c'est sûr qu'on ne va pas non plus forcer la chose et encourager les réponses. Puis il y a quelqu'un qui nous demandait, êtes-vous connecté 24 heures sur 24 ou avez-vous un système d'alerte? Bien, personnellement, moi, je dors, Pierre-Alexandre aussi. Jonathan est connecté presque 24 sur 24, par exemple. Lui, il n'en manque pas une. Il nous écrit souvent très tard. Mais sinon, on fait de la veille. Il y a toujours quelqu'un qui est de garde aussi là, qui va surveiller. Mais je pense que naturellement, on a comme une inclinaison aussi à aller regarder nos réseaux sociaux comme tout le monde. Donc, c'est comme les réseaux sociaux du travail qui font partie de notre vie un peu. Donc, on est un peu toujours en train de regarder. Dans cette vague-là, il y a quelqu'un qui nous demandait en combien de temps, quel était le délai de réponse pour les internautes. En général, je serais tentée de dire 1 heure, moins d'1 heure. On répond rapidement. Ben, ça dépend. Il y a des trucs, ouais, il y a des trucs des fois qui sont plus complexes pour lesquels on n'a pas déjà les réponses. On va devoir parler à des collègues, essayer de rechercher l'information. Des fois, c'est un peu une chasse au trésor. Là. Il y a des gens qui arrivent avec des questions hyper pointues et qui nous lancent ça même sur Facebook. Et là, il faut un peu qu'on devienne un expert en tout, mais Hydro-Québec, c'est tellement vaste qu'à un moment donné, on ne peut pas être expert dans toutes ces choses-là. C'est la beauté de ce que j'ai découvert en arrivant aux réseaux sociaux chez Hydro-Québec. Je me suis fait poser des questions sur les anguilles électriques, les oiseaux, les ampères. Je ne sais pas pour vous, mais ampères, volts, tout ça, c'est loin dans notre tête de secondaire. Fait que c'est toujours de se remettre dans le bain avec des nouvelles connaissances. Fait que oui, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Certaines réponses sont plus compliquées que d'autres. Il y a quelqu'un qui nous demande aussi si on utilise des chatbots. Non, parce que c'est exactement le contraire d'humaniser une entreprise, de leur faire parler à des robots. Par contre, il y a beaucoup d'avancées dans le machine learning et tout ça. Donc, éventuellement, on va peut-être pouvoir, si on est capable de se faire remplacer par des clones ou par des robots, on va utiliser des chatbots. Ben, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est PA, Gab et moi, on the side, on veut développer un chatbot qui va nous remplacer. Comme ça, on pourra passer la journée à faire d'autres choses pendant que le chatbot travaille pour nous autres. On va écrire des blagues toute la journée. Parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a demandé, qui a l'audace de demander si on allait embaucher un spécialiste en humour. Ben, c'est nous, ça. Non. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas dans les plans. On n'est pas non plus une équipe d'humoristes. Donc, on en profite quand c'est possible de faire de l'humour, mais au-delà de ça, on reste des gestionnaires de réseaux sociaux. Mais voilà, si jamais quelqu'un veut s'ajouter à nous, Louise, tu nous diras. Non, mais excusez, oui, allô, je peux parler, oui. Mais le sens de l'humour, tu sais, encore là, des fois, je dis, c'est partie prenante de votre couleur mais c'est pas, la dernière affaire, c'est peut-être un métier en soi, mais autrement, l'humour nous appartient à tous, là, tu sais, puis colore nos vies, puis colore nos relations, puis nos échanges. Alors, vous l'utilisez, puis vous l'utilisez bien. Pour nous, d'une certaine manière, c'est un...
Oui, vas-y. Ben, pour nous, d'une certaine manière, c'est un outil de communication, un outil de travail, mais aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter de l'utiliser comme outil de travail, mais dans les relations interpersonnelles au travail. Puis, tu sais, si on regarde, c'est juste voir qu'est-ce que Pierre-Alexandre, Gabriel et moi, on peut se dire dans une journée. Évidemment, ça, c'est nos pires jokes sont toutes là. Mais ça rend notre quotidien beaucoup plus agréable, puis ça fait qu'on adore notre travail. Et donc, je pense que ça fait partie des outils, même complètement ailleurs, quand vous n'êtes pas en com, quand vous n'êtes pas. Donc, tu sais, juste de l'utiliser dans ces relations interpersonnelles au travail. Mais c'est exactement un petit peu ce que je disais en introduction, là, à quel point c'est omniprésent dans nos vies personnelles, puis ça nous permet de passer à travers les difficultés, relativiser et tout, là. Fait que, évidemment. Puis sûrement aussi que votre relation entre vous, ça permet aussi, tu sais, il y a une certaine, pas censure, mais comme vous dites, ça passe à travers des filtres, mais que vous conserviez totalement le plaisir aussi interpersonnel pour évacuer ce qui vous aurait passé par la tête. Là. On n'a pas beaucoup de filtres, mais on essaie de s'en mettre à 3. D'ailleurs, nous autres, on n'en a pas bien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous demande qui de nous trois a l'humour le plus trash. Question qui me fait vraiment beaucoup rire. Fait qu'à Go, on répond tout un nom qu'on pense ou? Ben, la compétition est assez féroce. Ouais, moi, je. Moi, je dirais Gab. Ouais, peut-être moi, mais Théa aussi, des fois, je sais pas. On se complète bien. C'est cute, c'est comme des questions, tu sais, des jeux dans un mariage, là. Qui est le plus en retard au bureau? C'est moi. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous demandait aussi, bon, sur Facebook et Twitter, c'est facile d'avoir de la répartie, mais qu'est-ce qu'on fait pour LinkedIn où la rétroaction est plus boiteuse? C'est sûr que le ton doit être adapté. Sur LinkedIn, on est beaucoup au niveau de la marque employeur, on présente ce qu'on fait, on présente des offres d'emploi, tout ça. Donc, ça s'y prête moins. Là. Je pense qu'il n'y a pas eu de home run avec une joke qu'on a fait sur LinkedIn. Ce n'est pas vraiment un réseau social qui est apte à ça, je pense. Ben, c'est rare qu'il y ait de l'adversité sur LinkedIn parce que généralement, c'est un endroit où les gens veulent élargir leur réseau puis possiblement avancer professionnellement. Alors, c'est sûr que c'est pas recommandé d'envoyer chier un employeur potentiel là-dessus. Ouais. Ça, les gens veulent nous têter des jobs d'habitude, donc ils essaient d'être fins. Mais des fois, on en a quand même qui le sont moins. Mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser peut-être plus l'humour sur LinkedIn. Je dois avouer que c'est pas mal l'endroit où on est le plus beige actuellement, LinkedIn. Il y a un potentiel d'humour inexploré de ce côté-là, clairement. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous évitez l'humour avec les conspirationnistes qui font des liens entre Hydro-Québec et autre chose? En fait, on adore faire des jokes avec les conspirationnistes. C'est tout le contraire. Et on a tout eu récemment des liens avec le 5G, le vaccin et la COVID. Tout ce que tu peux imaginer, on l'a eu. Puis je pense que moi, c'est une de mes parties préférées, faire des jokes avec les conspirationnistes. Je pense qu'il y a un GIF là, que vous connaissez tous, que vous avez sûrement vu sur notre page, qu'on a beaucoup utilisé. Juste quelqu'un qui regarde dans les airs en se posant des questions. C'est une des réponses qu'on utilise souvent aussi là, pour les conspirationnistes. Parce que des fois, on ne comprend pas toujours le lien non plus. Bien, en fait, je pense que des fois, souvent, la joke se fait elle-même sans qu'on ait besoin d'intervenir. On a juste besoin de leur demander d'expliquer. Donc, ça c'est vrai. Ça, c'est un excellent truc aussi là, pour faire une joke. Là. Quand quelqu'un te sort un argument qui n'a pas d'allure ou peu importe, puis tu demandes, pouvez-vous préciser? Le nombre de fois où on se fait dire, non, pas en ce moment, non, c'est ça, non, laissez faire. On n'a même pas eu besoin d'en faire plus. T'sais. Non, j'avoue qu'il y a une fois, je pense, où quelqu'un avait vraiment dit un commentaire en 2 mots hyper négatifs. On avait demandé de préciser la pensée. Genre, pouvez-vous préciser votre pensée? La personne avait juste répondu non. Non. OK. À quand Hydro-Québec sur Parler? Je ne pense pas tout de suite. Non, c'est pas dans les plans à court, moyen ni long terme. On a assez de comptes. Êtes-vous sur Tinder? Êtes-vous sur Tinder, les gars? Moi, je suis en en couple depuis longtemps. PA l'était, mais là, il est plus disponible sur Tinder. Ah, est-ce qu'Hydro est sur Tinder? Je ne sais pas. Mais ouais, Hydro. On l'est pas. Écoute, on est toujours prêt à se matcher avec des clients à l'exportation aux États-Unis, là, mais je ne sais pas si un Tinder c'est peut-être un bon concept, dans le fond, un compte d'exportation sur Tinder. On va y penser, merci pour la suggestion. Quelqu'un demande si on a des entrées directes dans les départements d'HQ pour pouvoir répondre à des questions techniques. Comment procédez-vous?
Oui, on a des entrées directes dans tous les départements d'HQ. En fait, on travaille on est dans l'équipe média, donc on est. Ça, c'est une des particularités peut-être chez Hydro-Québec. Les médias sociaux, la gestion de communauté, en fait, est directement dans l'équipe média, donc l'équipe de porte-parole. Alors que des fois, bien, souvent dans des organisations, les médias sociaux, la gestion relève plus du marketing. Il y a du marketing chez Hydro-Québec également, mais qui vont produire du contenu évidemment pour les médias sociaux aussi. Mais la gestion dans le day-to-day se fait du côté de l'équipe média parce qu'on doit être vraiment à l'affût de tout ce qui se passe dans l'actualité. Les gens viennent souvent nous parler de ce qu'ils ont vu dans les nouvelles et la revue de presse d'Hydro-Québec à chaque jour est très épaisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on a travaillé avec nos collègues qui sont les porte-parole de chacun des dossiers, donc une équipe de porte-parole chez Hydro-Québec. Donc, quand on a dans une division en particulier des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses, le porte-parole de cette division-là va nous aider à trouver les bonnes personnes, puis on a ultimement des entrées partout là, pour avoir les réponses à nos questions. Mais pour répondre à la sous-question, on a des entrées partout, mais on paye notre électricité. Attends un peu, tu payes ton électricité, Gab? Ah, tabarnouche! Comment avez-vous évalué le potentiel humoristique de Gabriel lors du processus d'embauche? J'adore ça. J'ai hâte de savoir. Hey, très bonne question, ça. Non, attends, il y avait un bon petit test, là, moi, qui m'a fait transpirer abondamment des aisselles. Là. C'est vrai. En fait, PA avait créé un test pour voir qu'est-ce qu'elle répondrait à différentes situations. J'ai créé un test qu'on a volontairement construit beaucoup trop long pour le délai alloué pour le terminer, en sachant que ça allait faire angoisser certaines personnes, mais c'était le but parce que parfois on travaille sous pression. Puis j'ai vraiment mis des commentaires auxquels il fallait répondre qui étaient complètement out there là, pour tester justement l'humour de la personne avec qui on allait travailler. Oui, c'était difficile de voir jusqu'où je pouvais aller aussi dans ce test-là, là, parce que j'ai fait des petites jokes, des fois je me disais, ils vont peut-être trouver ça un peu intense, mais finalement. Mais je dirais que lorsqu'on a embauché Gabriel, le processus de sélection, l'idée, c'était pas de trouver un clone de moi et Pierre-Alexandre. On voulait aussi avoir quelqu'un qui a un background différent, qui va avoir une vision différente. Puis en fait, on voulait avoir quelqu'un avec qui on allait pouvoir s'obstiner tous les jours. Puis je pense qu'on a réussi à trouver cette personne-là. L'idée, c'est de pouvoir se challenger. Donc, de pas. Si tout le monde est exactement sur le même moule, on va tous dans la même direction, puis on risque de faire toutes les mêmes erreurs. Donc, on veut pouvoir se faire challenger sur nos idées. Donc, c'est un peu comme ça là, aussi qu'on a choisi Gabriel. Excusez-moi, est-ce que vous cherchiez une fille? Oh oui. Non, mais c'est ça, je veux dire, oui, dans l'esprit de la diversité, oui. Mais... Oui, puis ne serait-ce aussi que pour la diversité de points de vue, je veux dire, Gabriel va avoir une vision du monde qui est différente de la nôtre. Écoute, on est des gars, puis elle est une fille. Voilà, on s'est dit, ça va vraiment rendre plus riche notre présence sur les médias sociaux si on a ce point de vue-là également. Donc, c'est sûr que c'est important pour nous. Est-ce que c'était explicite dans l'offre d'emploi que vous cherchiez une fille? C'était pas explicite, mais c'était pas sûr non plus qu'on allait prendre une fille. On s'est dit, c'est sûr qu'on pensait que c'était un atout, que c'était important, mais en même temps, on a traité toutes les candidatures, puis on a regardé. Il y avait plusieurs gars dans le processus qui sont avancés très loin dans le processus d'ailleurs, parce qu'on était comme, écoute, ils sont bons. Sauf que, évidemment, le fait d'avoir une fille dans l'équipe, pour nous, c'est un atout. Mais les 4 finalistes, c'était des filles, donc c'était vraiment des candidatures exceptionnelles. Les filles ont vraiment fait des home runs dans ce processus de sélection-là. On était drôle. Pas juste drôle, c'était pas juste ça qu'on cherchait, mais ça fait partie de ça. Il y a quelqu'un qui dit vous pourriez créer un jeu officiel Hydro-Québec comme les jeux de cartes Tailleul avec des commentaires d'internautes et des réponses Hydro-Québec. On va penser à ça. C'est fou. Vu la popularité de votre équipe, est-ce que cet emploi était plus convoité que d'habitude? Je ne sais pas. On a reçu presque une centaine de candidatures quand même. Pour un poste au com, c'est assez exceptionnel. En fait, oui, puis je dirais que généralement, on a quand même pas mal de candidatures chez Hydro, mais celle-là, il y avait particulièrement pas mal de candidats, candidates. Mais bon, ça a été ralenti un peu par la pandémie, le processus. D'ailleurs, Gabriel a trouvé sûrement le temps long à tourner ses pouces, à attendre qu'on l'appelle.
Je n'attendais pas, je faisais d'autres choses, inquiétez-vous pas, mais ça a été un long processus. Est-ce que, excusez-moi, ça m'importe parce qu'en cette époque de pandémie, puis de manque d'informel, puis de volonté de mieux communiquer, est-ce que la courbe de la fréquentation de passifs-agressifs a augmenté depuis 10 mois? Bien, c'est dur à dire parce que c'est pas nous qui gérons cette page-là. Il faut savoir que c'est comme une fan page, si on veut. C'est quelqu'un qui a créé ça. Mais je pense que c'est pas mal équivalent. Là, mais c'est sûr que plus ça va, tranquillement, il y a de plus en plus de gens qui sont abonnés, donc il peut y avoir de plus en plus de visibilité. Maintenant, les publications qui sortent là-dessus vont aller chercher des centaines et des centaines de réactions en même pas 1 heure ou 2. Là, donc, ça va très, très vite aujourd'hui. Souvent, on le sait d'avance, là, quand quelque chose sort, ben, on fait comme OK, celle-là, ça va vraiment être très, 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 très regardé, c'est sûr. C'est difficile de dire que c'est significatif depuis la pandémie. Là. En tout cas, je n'ai pas constaté j'ai pas pu mesurer là, vraiment précisément, là, mais je n'ai pas constaté de hausse abracadabrante là, qui serait en lien avec ça seulement. Là. Mais juste dire qu'avec lorsqu'il y a eu au début de la pandémie, là, au mois de mars, on a pas mal pris un pas de recul sur notre approche habituelle. Donc, justement, les gens qui étaient habitués à ce qu'on soit des fois un peu plus durs, des fois un peu plus baveux, des fois un peu plus drôles, on est devenu pas mal plate du jour au lendemain, je dirais, là, avec la pandémie. C'était vraiment comme c'était sans précédent. On était comme, OK, les gens vont vivre des choses qui sont plus dures. Il y en a qui ont plus de job, la misère à payer leurs billes, tout ça. Fait qu'on a vraiment pris un pas de recul, puis on a été plate pendant vraiment un bon bout. Puis même que pendant un bout, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à être plus le fun, en guillemets, sur les médias sociaux. Pendant l'été, je dirais que ça s'est comme replacé un peu. Il y a eu comme une baisse, puis les gens ont recommencé un peu à sortir, puis pouvoir sortir de leur petite bulle. Donc, notre approche un peu habituelle est revenue. Mais j'avoue qu'on a quand même une sensibilité avec la pandémie au fait qu'il y a plus de gens qui vivent des situations difficiles. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. Donc, des fois, il y a des commentaires qui arrivent que c'est dû un peu à cette détresse psychologique-là qu'il peut avoir. Donc, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de ça pour ne pas dépasser des limites avec des gens qui sont fragilisés. Il y a d'autres questions qui sont rentrées. Donc, my God, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Voici notre façon à influencer d'autres gestionnaires de grandes compagnies. Probablement, en fait, on se fait souvent dire lorsqu'on donne des conférences, on en fait quand même souvent, on se fait souvent dire qu'on est cité en exemple par soit des écoles ou d'autres entreprises, etc. Donc, clairement, je pense que notre façon de faire a fait école un peu et a permis peut-être à d'autres entreprises de changer leur façon de faire. Donc, c'est tant mieux. Je n'aurais pas nécessairement d'exemple à donner, là, mais on nous en parle quand même régulièrement lorsqu'on a des apparitions publiques là, ou des conférences et tout ça. Là. Il y a quelqu'un qui nous demande si on a déjà eu à cacher un mauvais coup à nos gestionnaires. La personne qui nous le demande est elle-même un de nos gestionnaires, donc c'est un peu un conflit d'intérêts. Mais puisqu'on officie sur les internets et que pas mal tout est public sur les internets, c'est rare qu'on peut dissimuler un mauvais coup qu'on a fait. Moi, je me suis déjà fait chicaner par mon chef. Donc, on est vraiment transparent. On ne peut pas cacher nos mauvais coups, malheureusement. Quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on dirait à des directeurs d'entreprise qui pensent que l'humour sur les réseaux sociaux mine la crédibilité? Je dirais que c'est une question de dosage, c'est une question vraiment de trouver sa propre personnalité sur les médias sociaux. Peut-être si on avait dit il y a 10 ans, est-ce que Hydro-Québec pourrait faire preuve d'humour sur les médias sociaux? Les gens auraient probablement pensé que ce n'était pas possible. Donc, je pense que c'est vraiment d'y aller petit à petit et vraiment de trouver son propre ton. Pour reprendre un peu, je l'ai abordé rapidement tantôt, là, Jonathan, puis oui, il y a une grosse partie d'humour dans nos réponses, mais les réponses sont toujours vérifiées, sont toujours fondées, nous demandent d'avoir vraiment une bonne connaissance d'entreprise puis du milieu. Donc, ça ne mine pas la crédibilité dans le sens où, de toute façon, les réponses sont toujours complètes puis étoffées. Donc, quand on se permet de faire des blagues, c'est quand la situation est appropriée pour le faire, mais de façon générale, je
pense qu'à travers ça, nous, on réussit à répondre aux gens et à placer nos messages. Il y a quelqu'un qui nous demande si on songe à peut-être éventuellement ouvrir un compte sur TikTok. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a quelque chose à gagner en faisant ça? Puis parce qu'on va investir beaucoup de ressources là-dedans, la moyenne d'âge sur TikTok, c'est malheureusement pas notre clientèle pour l'instant. C'est sûr qu'on pourrait parler à nos futurs clients, mais c'est une réflexion qu'on a eue et qu'on continue d'avoir, je crois. Mais dans le court, à moyen terme, vous ne verrez pas TikTok, vous ne verrez pas Hydro-Québec sur TikTok ou TikTok chez Hydro-Québec. Quelqu'un nous demande avec combien d'autres personnes à l'interne on travaille, parce que, bon, on est 3 à faire la gestion de communauté, mais, bon, évidemment, il y a beaucoup d'autres gens qui sont impliqués dans les médias sociaux de toutes sortes de manières. On travaille notamment avec l'équipe qui s'appelle Stratégie numérique, qui a vraiment un rôle conseil pour aider les gens d'entreprise à produire du contenu médias sociaux, à cibler les bonnes plateformes, les bonnes approches et tout ça. Donc, dans cette équipe-là, je pense qu'ils sont peut-être 7 ou 8 aujourd'hui. Et on travaille également, il y a des conseillers en communication un peu partout dans l'entreprise pour les différentes divisions, pour les différents dossiers qui, eux, vont proposer également des contenus et donc dont les médias sociaux vont faire partie d'un plan de communication plus large. Donc, peut-être qu'ils vont avoir une stratégie et les médias sociaux vont être un élément là-dedans. Donc, les contenus, ce n'est pas nous qui produisons tous les contenus. Là. On peut en produire à l'occasion, mais généralement, les contenus peuvent arriver de différentes personnes dans l'entreprise qui vont développer ça et être conseillés par Stratégie numérique pour faire ça. Il y a également des gens qui font que du service à la clientèle sur les médias sociaux, une équipe qui est rendue quand même assez étoffée, qui doit avoir au moins une vingtaine de personnes, je pense un peu plus que ça même, et qui vont répondre aux centaines de demandes qui peuvent rentrer via Messenger, sur Twitter également. Donc, les gens peuvent avoir du service à la clientèle. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ultimement là, dans tout ce qui est médias sociaux chez Hydro-Québec. Il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi s'il arrivait qu'on ait une baisse d'imagination à la suite de nos différentes réponses, puis quelles étaient nos sources pour garder notre originalité. C'est une bonne question. Je pense qu'on est... Oui, bien, en fait, c'est assez instinctif. Hein? Puis quelqu'un nous demande justement comment on choisit celui ou celle qui va répondre à un tweet. Est-ce qu'on fait un brainstorm? Puis je pense prend la meilleure réponse. C'est ça. Il peut arriver des fois où on est plusieurs à trouver une idée, mais souvent, c'est ça, quand ça répond à l'autre question en même temps. Comment est-ce qu'on garde notre originalité ou on garde nos idées? Comme on est 3, ben, souvent, c'est celui qui a la meilleure, qui dit hey, j'ai une idée pour ça, il va le prendre tout de suite. Tout n'est pas répondu nécessairement exactement dans l'ordre où c'est rentré, parce que des fois, on est comme plusieurs à regarder en même temps. Donc, on va dire, dans Hootsuite, notre outil de gestion de communauté, ben, quelqu'un peut répondre, mettons, prendre dans notre boîte de messages qui rentrent les plus récents, puis l'autre prend les plus vieux, puis on se rejoint dans le milieu de la liste, mettons. Où on peut voir passer des fois de manière fortuite un commentaire en particulier, puis on fait comme hey, j'ai vraiment de quoi que je voudrais répondre à ça. Donc, on le prend, puis on le dit aux autres. Donc, on va voir là. Puis des fois, on présente un commentaire aux autres, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on aurait répondu à ça pour avoir leur idée. Donc, des fois, mais moi, c'est ça, j'aime ça pouvoir aller lire vos réponses après quand je vois quelque chose passer. J'aurais voulu répondre, mais je n'ai pas eu d'idée. Mais tu sais, il y a des situations aussi où on voit une opportunité de faire une joke, mais on n'y est pas exactement. Puis il y a eu des situations où on l'a juste laissé aller parce qu'on n'avait pas la réponse parfaite là, pour cette situation-là. La personne qui demandait, en fait, si on répondait à tous les commentaires, on les voit tous passer, en fait, on les regarde tous. Donc, on ne répond pas nécessairement à tout parce qu'il y en a beaucoup, mais on apporte toujours des réponses quand il y a des questions. Puis, c'est ça, quand il y a des opportunités, en fait, d'interagir, on le fait là autant que possible. Mais en fait, on ne répond pas à tous, ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste nous donner leur état d'âme ou nous partager leur opinion, puis on n'a pas forcément à répondre à une opinion. Ben, puis les gens se parlent entre eux aussi beaucoup. À un moment donné, c'est quand les gens font une conversation entre eux autres, on n'a pas à répondre à tous ces commentaires-là, sinon ça serait vraiment pénible pour leur conversation. C'est Hydro faisait comme hey, on est là tout le temps. Mais on voit tout. Oui, on voit tout. Donc, je ne sais pas si on a le temps pour peut-être une ou deux autres questions. On a déjà beaucoup dépassé le temps, puis on sait que vous voulez aller profiter des quelques minutes avant le couvre-feu pour aller faire un petit saut au dépanneur. Aller acheter des chips. Oui, ça prend des chips. Des chips. Des chips. En fait, quelqu'un demande si depuis le début de cette transition dans l'approche des médias sociaux, la perception des gens d'Hydro-Québec a changé. C'est une bonne question et la réponse, c'est oui. Est-ce que la perception d'Hydro-Québec a changé juste à cause de ça?
Probablement pas. Comme je disais tantôt, il y a vraiment un virage qui a été fait pour les communications en général chez Hydro-Québec où autant au niveau des médias sociaux, mais aussi au niveau des relations de presse, on a vraiment voulu avoir une plus grande ouverture, répondre à plus de questions, se rapprocher des gens. Donc, il y a vraiment eu ce virage-là plus large qui, sans doute, a quelque chose à voir là-dedans. Mais oui, c'est certain que notre approche sur les médias sociaux de vraiment aller répondre aux gens tout le temps, d'ouvrir le dialogue et de changer notre ton aussi, clairement a eu un impact sur la réputation. Si on regarde les sondages de réputation de l'entreprise depuis 5 ans, ont monté vraiment, là, c'est parti quand même relativement bas et ça a monté constamment jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un impact. Est-ce que peut-être que Louise voulait faire le mot de la fin? Louise est partie au dépanneur après Ah, nos oui, recommandations. c'est ça, j'arrive. Non, je trouve que, ben oui et non, merci. Moi, je trouve ça très éclairant. Puis vous n'avez pas les mêmes balises qu'un humoriste ou, évidemment, les mêmes, la série de filtres à travers le passé, votre création, mais on revient, puis je reviens à nos interventions en entreprise, mais c'est une utilisation de l'humour qui est respectueuse aussi des interlocuteurs et dans un esprit constructif. Alors, mais vraiment, je suis impressionnée. Et puis, comme je vous ai déjà dit à la rencontre préparatoire, je vais vous interpeller et venir rencontrer nos étudiants. Et puis, on a quelques finissants qui sont auteurs, notamment, qui sont gestionnaires de communauté, mais bravo. Puis la créativité puis la capacité humoristique, c'est répandu. Ben, oui, c'est pas simple à contrôler, mais bravo, c'est vraiment impressionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci Louise, puis merci à tout le monde qui était là. Je pense que ça va conclure pour aujourd'hui. Donc, je vous permets de vous dire un petit bye-bye, puis je laisse mes collègues aussi le faire. Bye. Ouais. Merci à tous. Là, c'est l'heure d'aller acheter des chips. Oui. Yeah, ouais. Dépêchez-vous là, avant que ce soit trop tard. Merci.